Alors, donc dans les défauts, ou les imperfections, ou les défauts d'un amplificateur opérationnel. Donc, premièrement, le premier défaut, c'est la non-symétrie au niveau de l'étage d'entrée. L'étage amplificateur d'entrée. Alors, c'est quoi l'étage d'amplificateur d'entrée? C'est l'amplificateur différentiel qui se trouve à l'entrée. Donc, vous avez les deux transistors. L'un, on l'attaque par B1, l'autre, on l'attaque par B2. Ben, les deux transistors ne sont pas purement identiques. Ce qui donne que le courant consommé par le transistor 1 n'est pas le même que le courant consommé par le transistor 2. C'est-à-dire, et plus est différent de I-. De la même, et plus, différent de 0, et I- est aussi différent de 0. D'une part, l'amplificateur opérationnel non idéal consomme un certain courant, alors que l'amplificateur opérationnel idéal, le courant d'entrée est nul. Dans la réalité, si le courant de base il est nul, ben le transistor est bloqué. Il n'y a pas d'amplification. Donc en réalité, il y a toujours un courant. Donc c'est ça la différence entre idéal et non idéal. Idéal, le courant d'entrée est égal à 0. Et pourtant, les transistors ne sont pas dans l'état bloqué. Ça, c'est idéal. Alors que dans la réalité, il y a toujours un courant pour que les transistors ne soient pas bloqués. Alors, bien sûr, si on tient compte des courants, les calculs deviennent de plus en plus difficiles. Alors, on verra tout à l'heure plutôt les courants. Alors, les courants I+, et I-, on les appelle les courants de fuite. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que vous avez un tableau dans votre polycope et vous avez les courants de fuite. Vous pouvez regarder. Oui, voilà. Regardez un peu les courants que vous avez ici. Hein. Vous avez 500 nanoampères, 80 nanoampères. Ça, c'est l'ordre de grandeur moyen. Donc, on vous dit inférieur à... Donc, pour les transistors bipolaires et pour le LM741, c'est 80 nanoampères. Le courant de polarisation des transistors d'entrée. Et vous allez à le BIFET à 30 picoampères. Là, on rentre déjà dans les amplis d'instrumentation. Le BIMOS, on est à 10 picoampères. Et en CMOS, vous avez 0,02 picoampères. Picoampères, c'est combien? C'est 10 puissance moins 12. Donc, bon, ben, on n'est pas loin de l'idéal, hein, 0 et moins 12. Hein, donc vous vous rendez compte, le courant de polarisation des transistors d'entrée, il est tellement faible que, effectivement, le négliger, ça devient intéressant. Donc, avec un courant de quelques nanoampères, on peut travailler avec des transistors dans le mode actif. Pour le cas des amplificateurs opérationnels. Sinon, bon, ben, pour les autres, donc c'est pour ça qu'ils sont en circuit intégré. Bon, je ne vais pas le enlever. Donc, alors, c'est pour ça qu'on les appelle des courants de fuite. Ils sont tellement faibles. Et donc, j'ai dit que IA est différent de ISO car les transistors, il n'y a pas une bonne symétrie. Et donc, il y a un déséquilibre aussi dans les tensions de polarisation. Vous voyez, dissymétrie, non-symétrie ou bien dissymétrie de l'étage d'entrée. Alors, combien y a-t-il de défauts pour un amplificateur opérationnel? L'ampli op réel présente 3 défauts. Le premier défaut, c'est ce qu'on appelle la tension de décalage. Et souvent, on utilise tension d'offset. Et on l'appelle V-off. Non pas V-off comme coupure, mais V-offset.
Alors, cette tension d'offset, c'est la différence puisque les transistors ne sont pas identiques d'entrée. Donc, c'est la tension VBE1 moins VBE2. Alors, je rappelle encore comme quoi, puisque on travaille avec des amplificateurs différentiels, que ça amplifie le courant continu et le courant alternatif. C'est pour cela que je ne fais aucune différence entre les symboles, le majuscule et le minuscule. Tout ce que j'écris au minuscule est valable au majuscule, et tout ce que j'écris au majuscule est valable au minuscule. D'accord? Donc, c'est la différence par rapport lorsqu'on a des capacités à l'entrée. Alors, par définition, la tension de décalage ou la tension d'offset, donc c'est la tension, que j'appelle V, à appliquer entre E plus et E moins, quel que soit le sens, pour obtenir en sortie Vs est égal à 0. Donc ça, c'est le premier défaut. Je le réduis un peu. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure que je vous avais parlé de offset nul. Les bornes offset nul. Alors, tous les amplificateurs opérationnels ne possèdent pas des entrées ou des sorties, pas des entrées, c'est pas des sorties, des bornes de réglage de l'offset. Autrement dit, là, on peut, par exemple, brancher un potentiomètre de quelques dizaines de kilo-ohms entre les deux, et on règle ici, donc on prend la sortie, il est là, un voltmètre, on branche un voltmètre sur la sortie, et on règle sur ce potentiomètre pour avoir une tension nulle. Bien sûr, attention, il faut qu'on mette les entrées à 0, disons, on les branche à la masse. Je ne sais pas si vous avez ce TP à faire. Et donc, on règle ce potentiomètre. Ici, c'est une résistance de quelques dizaines de kilo-ohms. Donc, on règle de telle façon à ce que la tension de sortie soit nulle. Une fois que c'est réglé, donc on a donc compensé le décalage ou la dissymétrie en tension entre VBE1 et VBE2. Il reste encore le courant, les décalages de courant, c'est le deuxième défaut, c'est ce qu'on appelle le courant de polarisation. Alors, effectivement, ici, nous avons un I+, ou un I+, si vous voulez, maximum, et I-, donc on les consomme. Donc, on appelle un courant de polarisation, IP, est égal à I+, plus I-, sur 2. Et ça, il faut le compenser. Et ceci, alors c'est de l'ordre, hein. On peut le voir ici, ce que c'est marqué ici. Ah, juste, on peut revenir là pour voir les caractéristiques. Donc la tension d'offset pour le LM741, elle est de 1. Est-ce que vous avez les notice 1 quoi? 1 volt? Elle est de 1 millivolt. C'est là-dedans. Ici. Il est de 1 millivolt. Sinon, pour un BIFET, il est de 3. Et pour un BIMOS, il est de 8. Donc le meilleur, c'est le CMOS. Il est de 0,8. Alors là, effectivement, bon, ben, allons-y. Donc le A différentiel dont je vous ai toujours parlé, donc bon, ben, c'est supérieur à 10 puissance 5. Donc si vous avez 2 10 puissance 5 ici, donc pour le bipolaire, donc ils sont de l'ordre de 10 puissance 5, et vous avez le CMOS de 10 puissance 6. Le LM6035. Non, pourquoi il n'a pas mis 10 puissance 8? Parce que moi je me rappelle de 10 puissance 8, c'est dans ma tête.
Enfin bref. Alors là, vous avez le taux de réjection du mode commun, ou plutôt le gain en différentiel. L'impédance d'entrée, donc vous voyez, c'est de l'ordre de quelques mégohms, sinon des centaines et des milliers de mégohms. Les téraohms, ici. L'impédance de sortie, c'est en ohms. Hein. Ici, là, ils l'ont oublié, c'est des ohms. 75, ça c'est beaucoup, là. Attendez, ça c'est des ohms, c'est sûr, mais ça doit être des milliohms. C'est pas des ohms, ça. 75 ohms, ça n'existe pas. 100 ohms, ça n'existe pas, ça. C'est des milliohms. Bon, la fréquence de coupure, quand je vous avais parlé, je vous avais dit, faites attention, 10 Hz, c'est pas la. Donc, je reviens à mes défauts. Donc, le courant de polarisation. Donc, alors là, le courant de polarisation, il suffit de faire la somme des entrées. Donc, il est de l'ordre de quelques microampères, je crois, ou des nanoampères, ici de 0,5 à quelques 500 microampères. Et nous avons le troisième défaut, c'est toujours le courant d'offset. Lui, on l'appelle I-off. C'est donc la différence entre les deux. Et plus, moins et moins. Ici, nous avons la tension epsilon. Donc. Et ceci, donc aussi bien IP que I-off vont donner en sortie un certain décalage. Vous mettez vos entrées à la masse et vous avez la contribution des trois. Et si vous voulez la formule qui exprime la tension Vs en fonction du IP, de IS, de I off et de V off, vous l'avez dans le polycope. Moi, je ne la connais pas par cœur, elle est grande comme ça. Donc, vous avez une formule globale qui vous dit l'ensemble la contribution de tous ces éléments. Eh bien, pour mesurer cette tension, donc vous allez, soit vous mettez tout à zéro, les entrées à zéro, vous mettez un millivoltmètre ou un voltmètre ici, et vous mesurez la tension de décalage en sortie. Et si vous voulez savoir quelle est la tension de décalage en entrée, à ce moment-là, vous mettez une pile ici, avec un voltmètre. Vous réglez votre pile ici, jusqu'à ce que la tension V ici est égale à 0. Et à ce moment-là, la mesure de cette tension vous donnera la tension à rattraper en entrée. Et là, vous pouvez avoir une relation entre l'entrée et la sortie. D'accord? Vous pouvez mesurer la tension de décalage en sortie. Vous mettez les deux entrées à 0. Vous allez monter avec plus VCC ou moins VCC. Bien sûr, il n'y a pas de réglage. Cette résistance n'existe pas. Hein. Donc, et on mesure en sortie. Qu'est-ce qu'on mesure en sortie? On mesure la contribution de la tension d'offset, la contribution de courant de polarisation et la contribution du courant d'offset. Les trois en même temps. On ne peut pas d'ailleurs les séparer. D'accord? Alors ça, c'est la tension d'offset en sortie. Vous voulez savoir l'équivalent en entrée? Comme on ne peut pas les séparer, donc à ce moment-là, on branche entre les deux entrées plus et moins une petite batterie variable et on fait varier cette tension jusqu'à ce que Vs doit être égal à 0. Et à ce moment-là, on mesure la tension à l'entrée. C'est quelques microvolts. Il n'y a pas, disons, les formules, c'est-à-dire, puisque ça, c'est un gain A, ici, AD, eh bien, il n'y a pas la relation Vs est égal à D fois cette tension V d'entrée. Ça, c'est parce que la contribution de la tension d'offset et celle du courant de décalage, n'oubliez pas à la loi VD. Ce n'est pas une tension différentielle que vous mesurez ici. C'est un défaut. Vous mettez les deux entrées à 0 et vous avez une tension en sortie. Bon, 0, 0, bon, quel que soit AD, théoriquement, je dois avoir 0. Et pourtant, ce sont des défauts. Ce n'est pas une amplification. Une fois qu'on a réglé
ces paramètres statiques, c'est-à-dire que vous avez éliminé le défaut d'offset, le défaut de courant de polarisation et le défaut du courant d'offset, à ce moment-là, vous pouvez dire, bon, bah, pour la tension d'entrée nulle, j'ai une tension de sortie nulle. Bien. Alors, c'est pour cela qu'on raisonne avec l'amplificateur idéal. Dans l'amplificateur idéal, il n'y a pas de défaut. C'est pour ça qu'on raisonne souvent avec un amplificateur idéal. Bon, l'amplificateur réel, on le voit quand travaux pratiques ou lorsqu'on désire réaliser, si vous voulez, un montage. Donc, ceci, c'est les défauts de l'amplificateur opérationnel en statique. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge ici. On alimente, on fait varier avec à la main, etc. Mais il y a les défauts aussi en dynamique. Notamment ce qu'on appelle le slew rate, la vitesse de croissance. Alors, comme l'amplificateur opérationnel, c'est un matériau comme n'importe qui, lorsque quelqu'un vous touche, vous mettez un certain temps pour vous retourner. Donc, il y a un temps de réaction. Ben, c'est une loi générale de la nature, c'est-à-dire on ne peut pas réagir à un effet ou à une cause immédiatement. La réaction vient toujours après l'action. Il n'y a pas une action et une réaction instantanée. Il y a toujours un certain décalage, et ça, c'est les fondements du traitement de signal, donc, que vous pouvez voir au master un jour. Donc, il y a toujours un certain temps de réaction. Donc, alors, ce temps de réaction, il est plus ou moins rapide. Et du coup, à ce moment-là, on parle de vitesse de réaction, où ici, elle est définie comme étant la vitesse maximale de variation du signal de sortie. Autrement dit, lorsque j'excite par si j'envoie à l'entrée un signal de ce type, imaginez une entrée idéale, voilà, ça c'est la tension, ou plutôt VE, en fonction du temps T, et bien la sortie, donc la sortie ici, VS en fonction du temps T, donc il va faire comme ceci. Ça ne va pas réagir tout de suite. Ça va réagir tout doucement. Ou bien rapidement. Bon, tout dépend de la pente de cette réaction. Et c'est de là que vient donc le delta VS. Donc, alors, il appelle donc la vitesse maximum de variation, c'est donc delta VS sur delta T. Alors, tous les systèmes physiques réagissent comme ça. Donc, ça dépend. En général, on les teste par une impulsion de Dirac, une distribution de Dirac. Bon, là, on a une distribution Diviside. Donc, on va utiliser ici. En delta VS sur delta T. Et pour le LM 741, il est de l'ordre de 0,5 à 50 microvolts par seconde. Donc, c'est quand même assez rapide. Mais des fois, c'est très très lent. Hein. Des fois, ça énerve parfois même certains électroniciens. Donc ça, c'est une caractéristique en dynamique. L'autre caractéristique en dynamique, c'est la réponse en fréquence. C'est-à-dire, on va envoyer à l'entrée un signal et puis on va mesurer en fonction de la fréquence à la sortie. Donc, alors, l'amplificateur opérationnel agit comme un passe-bas, comme tous les circuits que nous avons vus jusqu'à maintenant. Ce sont tous des passe-bas, avec une certaine fréquence de coupure. Cette fréquence de coupure, elle est de l'ordre de 10 Hz, très très faible. On verra plus tard comment on va l'agrandir. Il y a des moyens pour l'agrandir. Donc il y a des moyens pour agrandir cette bande passante. On le verra plus tard.
Donc, n'empêche que ici, maintenant, on dit que l'amplificateur opérationnel agit comme un passe-bas avec une fonction de transfert AV en dynamique qui est égale à AV de J oméga, qui est de la forme, comme toutes les formes que nous avons vues, un certain K ou un A0, pardon, pour rester cohérent avec le dessin au-dessus, 1 plus F sur FCG, il y a un J quelque part, avec FC, c'est la fréquence de coupure. A0 est appelé le gain. Alors, je vais balancer un terme qui viendra dans le chapitre suivant. Le gain en boucle ouverte. Donc, on a l'entrée et on a la sortie. Il n'y a aucune relation entre l'entrée et la sortie. Quand il n'y a aucune relation, c'est-à-dire aucune relation, aucune connexion, aucun branchement entre la sortie et l'entrée, à ce moment-là, on parle de boucle ouverte. C'est-à-dire, il n'y a pas de boucle. Par contre, si je fais ça, mais là, je le fais en pointillé, ben là, je réinjecte la sortie sur l'entrée, je fais n'importe quoi là, je réinjecte la sortie sur l'entrée, et là, il y a une boucle. On tourne. On a fait une boucle. Le boucle, il y a le uqda. Voilà. Boucle ouverte, il n'y a pas. C'est ouvert. Et là, boucle fermée. Je reviens. Donc, il faut distinguer dans l'amplificateur opérationnel boucle ouverte et boucle fermée. On reviendra plus tard là-dessus. C'est juste pour vous tracer un peu le chemin pour que ce ne soit pas quelque chose de bizarre. Donc, alors, je parle du gain en boucle ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre l'entrée et la sortie. Donc, c'est ça le gain qui est de l'ordre de 10 puissance 5 ou 10 puissance 6. Et là, nous avons la fréquence de coupure très très basse avec un filtre passe-bas du premier ordre. Et donc ça, c'est, si vous voulez, les défauts en dynamique. Le premier défaut, c'est la vitesse de croissance, c'est-à-dire le temps de réaction de notre amplificateur à un signal d'entrée plus ou moins rapide. Et nous avons donc la capacité de ne pas atténuer ou de ne pas déformer un signal selon sa fréquence. C'est donc la réponse en fréquence. Donc ce sont les deux défauts. Les deux défauts, bon, vous les observez ici. Eh bien, nous avons une fréquence FC de 10 Hz. 10 Hz, c'est faible. Très peu. Donc c'est un défaut. Ça, c'est un des gros défauts de l'amplificateur opérationnel. Et puis la vitesse de croissance aussi, on verra. Je ne sais pas si on le verra. Je dis on verra, mais je ne sais même pas si on le verra. Parce que, en tout cas, je sais que je l'ai fait dans mon polycope. Donc, il y a une relation entre la vitesse de croissance et la fréquence de coupure. Il existe, on établit souvent une relation entre les deux. Il y a d'autres défauts ou d'autres influences. Notamment, il y a l'influence de la tension d'alimentation.